Il m'avait dit « Reçois-y le grand chanteur qui va étonner le monde ». J'avais demandé quelle est cette étoile nouvelle. Et il avait ri, mais il s'était contenté d'un soupir. C'est moi. On sait ce qu'il a apporté à la chanson. Un monde à part, un amour du texte. Sa parole aussi était de belle proximité. Alors par quel métier ou quelle passion le prendre? Acteur, chanteur, homme engagé, citoyen du monde? Non, il était simplement Serge Reggiani. Serge Reggiani chante, Serge Reggiani joue, Serge Reggiani s'interroge, s'inquiète, et le spectacle, ce n'est pas seulement un cirque, divertir, je le crois, c'est tout de même un rude parcours. C'est une très belle et très émouvante aventure. Mais c'est une aventure. Je n'ai pas du tout conscience, je demande pardon, vous ne m'avez pas posé la question, mais je réponds à la question qui a l'air de planer dans l'air, comme ça. Je continue à ne pas penser, à penser que ce n'est pas un métier que d'être acteur ou soi-disant chanteur. Ou vous avez reçu un don alors à la naissance? Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que c'est une aventure, c'est un métier... entre guillemets d'aventurier, ça n'est pas un métier, c'est un état d'aventurier. Enfin, rien n'est jamais certain, rien n'est jamais clair. On n'a jamais fini d'apprendre des choses, et puis quand on croit savoir, eh bien, on se trompe ou on ne sait pas. Je veux dire que ça reste très en point d'interrogation toujours, et c'est dans le fond ce qui est en fin de compte aussi fatigant, mais passionnant. Quelqu'un qui, je dirais qui c'est la merveilleuse épouse de François Perrier, disait on vous prend votre substance. Eh bien, effectivement, quand on voit François Perrier sortir de la scène qu'il joue avec le succès que nous savons actuellement, et à toutes les fois que François et d'autres encore ont joué la comédie, sortaient de scène, donc on le voyait... complètement vidé de lui-même, et je dirais même vieilli quelques instants, ou plus longtemps encore, peut-être même jusqu'au lendemain matin, je ne sais pas. Vous pensez qu'on se met en péril? Je crois que il faut ou bien se mettre en péril à chaque fois, ou bien ne pas... ou bien renoncer à cette aventure-là. Alors je vous vois parlant de François Perrier, qui joue au théâtre chaque soir, et je me pose dans le même temps cette question, Serge Reggiani ne regrette-t-il pas un peu en ce moment de ne pas être sur la scène? Il y a eu la grande période des séquestrés d'Altona, et je veux dire que l'aventure a duré très 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 longtemps. Et il y a comme une absence aujourd'hui. Oui, il faut... dire les choses comme elles sont et vous faire des aveux, puisque nous sommes là comme ça. Pour ça s'appelle radioscopie. Il y a un côté un peu psychanalyse dans cette aventure que nous vivons avec Jacques Chancel. Il faut vous dire que le succès pour moi, pas pour tout le monde, mais pour moi le succès au théâtre, c'est un problème. C'est terrible le succès au théâtre. Autant j'aime répéter une pièce, autant en même temps, une fois que j'ai réussi, ou pas d'ailleurs, à cerner le personnage, l'auteur, entendu avec les interprètes, me senti à l'aise avec le décor, une fois qu'il est prouvé devant le public que la pièce est ce qu'elle devait être et que le personnage a été joué à peu de choses près comme il aurait dû l'être, après ça m'intéresse beaucoup moins. Autrement dit, être condamné au succès pour moi au théâtre, c'est un drame. Et ne pas être au théâtre. Et ne pas avoir de succès est un drame aussi. Mais enfin, je vous le dis tout de go, et les auteurs le savent bien, commencent bien à le savoir d'ailleurs, que je préfère une pièce intéressante qui se casse la gueule, parce qu'ainsi je n'aurais pas la terreur de devoir la jouer 300 ou quelquefois même 500 fois, plutôt qu'une pièce qui réussit avec un énorme succès. Donc la réponse est toute faite. Les planches ne me manquent pas, en tout cas pas en ce moment. Si on regarde à peu près votre carrière, on ne peut pas véritablement vouloir au destin lorsqu'on s'appelle Serge Reggiani. Vous avez
Vous avez eu des chances d'être heureux, vous avez eu quelques traversées du désert aussi, qui ont peut-être rendu plus beaux les autres jours. Oui, les traversées du désert existent. On est responsable, je crois, de ces traversées du désert. Vous savez qu'il est ordinaire d'accuser toujours les autres, la presse, les producteurs, les distributeurs, les metteurs en scène, les producteurs de théâtre, de la société en général, des traversées du désert. Pas du tout. On est toujours responsable de ces échecs et des traversées du désert en particulier, et et je dirais presque qu'on n'est pas toujours tout à fait responsable de ces succès. Je ne veux pas jouer les modestes, loin de là, mais mettons carte sur table, tout est si ténu dans ce métier. Vous savez, le succès, je dis toujours, vous savez, j'ai horreur de ça. Quand les gens disent, vous savez, j'ai horreur de ça. Et puis je le dis tout le temps. Le succès, c'est une chose étrange. C'est comme le fil du rasoir. C'est très très fin comme ça. Vous basculez d'un côté, c'est le four, c'est la catastrophe. Un tout petit peu de l'autre côté, c'est le triomphe. Il n'y a rien de plus injuste que le succès, et quelquefois aussi plus injuste que l'insuccès, bien entendu. Il n'y a rien de plus fragile que la durée, car le problème d'un comédien, c'est durer. Durer tant qu'il le veut. Ah oui, mais bien sûr. Oui, tant qu'il le veut. Mais rares sont les comédiens qui ont décidé de partir un jour. Ils sont rares, oui. Oui, je n'en vois guère, j'en vois un seul, pour l'instant. Mais lequel voyez-vous? Jacques Brel. Oui. Jacques Brel, qui me manque énormément et pour lequel j'ai toujours l'immense admiration que tout le monde a pour lui. Mais il avait des raisons de partir aussi. Il savait pourquoi il partait. Je crois que vous imaginez là quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. Et ce que Brel a déclaré au moment où il a décidé de quitter la scène, c'était exact. Il a dit qu'il avait fait le tour de la chose. En gros, je n'ai plus rien à dire, disait-il. Je n'ai plus rien à dire, et je crois que c'est ça qui était vrai, et non pas le fait qu'il se sentait physiquement atteint. Non, c'est venu par la suite, hélas. Ah oui, c'est venu. Oui. Non, je pensais que vous. Non, pas du tout. Oui, non, pas du tout. Non, c'est tout à fait exact. Il l'a fait. On dit il a eu le courage de le faire. Autant Brel était un homme courageux, autant il est courageux parce qu'il existe encore, et tant et plus. Autant c'est un homme courageux, autant je ne crois pas qu'il y ait un courage quelconque à quitter ce métier, enfin cette fonction, il disait fonction, quand on a envie de le faire. Mais Serge Reggiani, vous dites à l'instant, Brel n'est pas mort. Cela veut dire qu'il existe toujours parce qu'il y a des traces, parce qu'il y a des chansons qui restent pour nous. Ah, puis pour moi c'est impensable, c'est complètement impensable. Je dois vous dire que il y a des êtres que j'imagine mal sous terre ou quelque part. Je ne suis pas du tout guéri, et je n'accepte toujours pas de ne pas un jour, c'est étrange, mais c'est comme ça, moi qui ne suis pas croyant, de ne pas rencontrer Brel, place des Vosges, un de ces 4 matins. C'est-à-dire, vous imaginez pour vous-même d'autres existences. C'est la seule manière pour vous c'est très probable. De prolonger un peu l'aventure. Oui, c'est peut-être aussi une manière détournée de prolonger la mienne. On peut assumer son âge, on peut assumer ses vérités, on peut porter ses rides et faire de telle sorte qu'elles deviennent sérieuses, ou qu'elles fassent de vous un homme sérieux. Je ne sais pas. Je crois que c'est aux autres de le dire. Vous savez, ça y est encore. Il y a un jeu de comédien, ou un jeu d'homme tout court, qui consiste à dire je porte bien mon âge, je ne souffre pas de vieillir et je me sens très bien comme ça. Au contraire, en vieillissant, en prenant de l'âge en tout cas, je me sens de mieux en mieux, je vois mieux ce qu'il faut faire, etc. Moi, je vous dirais que je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Je ne regrette pas d'avoir bientôt 58 ans. Je trouve ça à la limite assez beau. Ça n'est pas que j'aime particulièrement mon corps et mon visage, mais je trouve que, je sais pas, quelque chose se passe sur ce visage-là, intéressant ou pas, mais enfin quelque chose s'y passe. Mais en même temps, c'est vrai aussi que j'aimerais bien avoir 30 ans, hein. J'aimerais bien avoir 30 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que l'on va faire, ce que l'on sait faire de ces 58 ans. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais bien avoir 30 ans parce que il est
probable que si j'avais 30 ans, avec l'expérience que j'ai maintenant, j'aurais fait les choses autrement. Autrement dit, peut-être un peu plus sérieusement que je ne les ai faites. Sérieusement dans le sens du travail, enfin, je veux dire, j'aurais travaillé davantage, alors que je me suis un peu reposé sur ce qu'on appelle les dons, et que je n'ai pas assez travaillé. C'est une comédienne que vous aimez beaucoup, que vous connaissez bien, et qui a fait un formidable parcours, Simone Signoret, Oui. a dit un jour « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était ». Et j'ai l'impression à certains moments que vous pourriez le dire vous aussi, Serge Reggiani. Et que vous traînez de votre côté un peu de mélancolie. C'est ce que je crois ressentir, mais je me trompe peut-être. De mélancolie, non. De mélancolie, certainement pas. De nostalgie, oui, d'une certaine époque que j'ai connue lorsque j'étais... Alors là, c'est une époque où j'étais très, 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 très jeune, et je dirais même adolescent. Alors, c'était une époque saine, c'était une époque très très ouverte, où les choses étaient blanches ou noires, tandis que maintenant tout est brouillé, on ne sait plus où on en est. En tout cas, moi, je ne sais plus où on en est. C'était la guerre d'Espagne, c'était le Front populaire, c'était ensuite la guerre. La guerre, c'est une chose précise. Les choses étaient précises, c'était pas brouillé. Tandis que maintenant... Maintenant, c'est le chaos. Pour moi, c'est le chaos. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Peut-être qu'il y a des tas de gens qui savent où ils en sont, mais moi, je ne sais plus très très bien où j'en suis, et je n'y vois plus très clair, je dois vous avouer. C'est ce que je pensais. Sinon que tout ça a tendance, moi qui ai toujours été relativement combatif, enfin, tout ça a tendance à me désamorcer un peu. Disons sur le plan social. Alors il me reste une seule chose à essayer de bien faire ce que je fais, rien d'autre. J'ai l'impression, Serge Reggiani, que vous êtes aujourd'hui en plein déménagement, comme si une vie s'en allait, mais une autre vie Vous ne croyez arrivait. pas, c'est bien dire. C'est vrai? Je déménage, effectivement. Ah oui, sur le plan de l'appartement, peut-être. Oui. Mais déménagement d'une vie. Oui, vous avez un sens des choses très, très, très aigu, parce qu'effectivement, je me sens en plein déménagement, dans le sens que vous y mettez, mais je ne sais pas où je vais emménager. Du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne dis pas que j'ai devant moi un vide atroce, un creux, une falaise, avec la mer en bas. Je ne sais pas du tout. C'est pas du tout dramatique. Et je sais qu'il y a une mutation qui se fait incontestablement. Une mutation que je souhaite d'ailleurs. Je sens que quelque chose que j'ignore est en train de bouillir en moi, et que de ça, il sortira bien quelque chose. Et forcément, étant donné la manière dont je suis fabriqué, forcément de positif. Enfin, vous êtes de ceux, Serge Reggiani, qui ne peuvent pas se désespérer de la carrière qu'ils ont eue. Et dans le même temps, on a le sentiment que vous auriez voulu autre chose. Oui. Non, parce que c'est vrai. On parlait tout à l'heure des séquestrés d'Altona, on parle de Sartre, on pourrait parler pour vous de Cocteau, on peut parler de Casque d'Or et de Jacques Becker, et puis de beaucoup d'autres choses encore. On peut parler d'aujourd'hui, car vous êtes toujours dans la course, vous êtes toujours en marche, et dans le même temps, je ne sais pas, quelque part, comme une déchirure, une blessure, je ne sais pas laquelle. Ça n'est pas une blessure, ça n'est pas... J'ai la blessure de tout le monde, ou en tout cas des gens qui ont une certaine conscience des choses. Je suis blessé par cette vie que je vois et dont j'ai parlé tout à l'heure. Je suis blessé très 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 profondément. N'oublions pas que j'ai peut-être aussi un don à l'être, puisque fils d'étrangers, immigrants, etc., ayant vécu des tas de ce genre de choses, qui ont fait de moi quelqu'un qui, quelque part, comme vous disiez, est un peu écorché par-ci par-là. Ça n'est pas impossible. Mais plus que cela, il y a une sorte de regret de n'avoir pas le temps maintenant, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de n'avoir plus le temps maintenant de revivre d'autres aventures mieux que je les ai vécues. Vous parliez de Casque d'Or, par exemple, j'ai conscience d'avoir fait dans Casque d'Or un travail correct, d'avoir eu avec Jacques Becker, Simone Signoret, Claude Dauphin et les autres des rapports merveilleux. C'est un souvenir effectivement fantastique parmi d'autres. Mais peut-être aurais-je eu l'expérience que j'ai maintenant, j'aurais
pris davantage de plaisir encore à participer à cette aventure. Je veux dire qu'elle est passée un peu au-dessus de ma tête au moment où elle a eu lieu, et que je n'en ai pas profité suffisamment, de même que je n'ai pas profité assez de Lucchino Visconti ou de Melville ou de... Oui, mais d'une manière générale, on n'est jamais content de ce que l'on a fait, et je dirais même de ce que l'on a réussi. Je crois que c'est très sain. Oui, je veux dire que je n'ai pas assez profité de tous ces gens. J'aurais voulu les dévorer davantage. Enfin. Et puis il y a aussi la famille. Vous avez eu, et vous avez 5 enfants, et à un certain moment, je me rappelle, c'est peut-être trop personnel comme impression, vous la portiez trop. Vous avez voulu que votre famille puisse participer à la fête près de vous. Et je me rappelle ce que vous faisiez pour vos fils, ce que vous faisiez pour Stéphane. Était-ce bien? Je crois que Stéphane s'est porté lui-même beaucoup. Contrairement à ce qu'on dit, je n'ai pas fait des choses pour Stéphane, ou pour Karine, ou pour Simon, ou pour Célia, ou pour Maria. Je ne crois pas. J'ai été leur père comme un autre, rien de plus. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait eux. Oui. Mais vous avez fait les choses à deux, Stéphane Reggiani, Serge Reggiani. Oui, parce que c'est le côté fratellini de la chose. J'ai même travaillé avec Célia Bobino. À un moment donné, elle était au piano. D'ailleurs, ça lui a ouvert des horizons assez extraordinaires, puisqu'elle devient compositeur petit à petit. Je ne dis pas mélodiste, je dis vraiment compositeur. Et elle en est à son 6e morceau. Mais vous êtes aussi proche d'eux qu'autrefois? Je suis très proche d'eux, mais pas comme autrefois, puisqu'ils sont grands et que la famille a éclaté. La famille a éclaté complètement, bien sûr. Ils vivent leur vie maintenant, leur vie à eux, que je respecte infiniment. Et je les vois souvent, mais à la limite, je ne suis plus leur père. Enfin, oui, ce que je veux dire. C'est peut-être cela la mélancolie, Serge Reggiani. C'est-à-dire, vous avez parlé de votre âge, vous avez avancé vos 58 ans. Alors, on peut se demander à 58 ans, est-il possible de recommencer une vie? Non. D'en créer une différente? Oui. Différente, non, mais créer quelque chose de nouveau, oui, certainement. Inventer? Prendre des risques? Prendre des risques, oui. Surtout prendre des risques, oui. Ça, sans aucun doute possible. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de risque à prendre dès maintenant, dès l'instant où on parle avec Jacques Chancel, s'il n'y avait pas de risques à prendre, rien ne m'intéresserait plus. Je n'aime, dans le fond, que le risque. Et puis vous serez quand même toute votre vie le fils d'immigrants, vous serez leur Rital. Oui. L'errant. Oui, j'y tiens beaucoup. Le déraciné? Oui, j'aime bien ça. Ça peut devenir un système. J'aime bien ça, oui, ça peut devenir un système, mais j'aime bien ça et je le constate lorsque je suis à l'étranger, quand je suis à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de la France. N'oubliez pas qu'en Italie, je suis français et il n'y a qu'en France que je suis italien. Lorsque je suis à Londres ou au Canada, je suis en fin de compte partout chez moi. Vous insistez sur le fait du déracinement. Le déracinement fait qu'on est enraciné partout, qu'on est chez soi partout. Puis l'habitude d'être déraciné fait qu'on est chez soi partout. Mais vous en aurez parcouru des chemins depuis le moment où vous quittiez le salon de coiffure de votre père, quand même. Il paraît que oui, mais je n'ai pas, moi, l'impression d'avoir parcouru tellement de choses. Mais vous avez l'impression d'avoir une carrière en dents de scie, alors que moi, je la vois Je n'ai même pas l'impression d'avoir eu une carrière, comprenons-nous. Disons une vie, alors. Une vie très courte, oui. Avec des grands rôles. Oui, on dit ça. On dit qu'il y a eu une vie avec des très grands rôles. Alors, quels ont été vos grands rôles? C'est vous qui pouvez le dire. Et je pense que, effectivement, il y a eu des grands rôles, puisqu'on me le dit, puisqu'effectivement, je le vois. Oui. Quand je l'écris comme ça, quand je le vois écrit, je dis effectivement, j'ai fait ça, ça et ça et ça. Mais comment dire, c'est une insatisfaction peut-être, mais ça n'est pas suffisant. Ça y est, c'est fait, c'est le passé. Bon, il faut passer à autre chose. Alors, parler d'une carrière, vous avez fait ci, vous avez fait ça, etc. Bon, pourquoi pas, oui, en effet, je l'ai fait. Mais il y a à faire encore, et je ne dirais pas mieux à faire, mais il y a encore d'autres risques à prendre, et je vous répète, je ne sais pas encore lesquels. Oui, mais dans cette vie, on peut quand même reconnaître des bornes kilométriques, des têtes de pont. Alors, je parlais de Casque d'Or tout à l'heure, je parlais des séquestrés d'Altona, il y a autre chose. Mais c'est vous qui pouvez le savoir. Je ne sais pas quelles sont vos belles bornes. Mais je ne le sais pas. Ah, tout de même. Je vous assure que je ne le sais pas. Je vous assure que
Casque d'Or a été important, mais le Carrefour des enfants perdus a été important aussi. La rencontre avec Prévert a été très importante. La rencontre avec Lucchino Visconti était importante. La rencontre avec Camus, la rencontre avec Jean-Paul Sartre, avec Picasso, avec Braque, avec tous ces gens. Enfin bon, tout ça a été très important. Il y a plein de bornes partout. Vous êtes un privilégié. Plein de bornes tout de partout, même. mais je dirais en fin de compte que les bornes les plus importantes que j'ai rencontrées, ce sont mes femmes. Je veux dire que tout ça est très brillant. Il y a beaucoup de noms brillants, beaucoup de noms de gens importants, ronflants dans tout ça. Mais ce que j'ai aimé le plus et ce que j'aime le plus encore, ce sont mes femmes. On pourrait dire la prochaine femme, la prochaine rencontre. Cette rencontre-là, elle risque d'être durable puisqu'elle existe et qu'elle risque d'être très durable. C'est ce que j'ai actuellement avec bien sûr mes enfants, de plus riches. Vous parliez à l'instant de Camus. Est-il vrai que vous allez enregistrer, mais d'une manière totale, l'étranger pour les aveugles? Il est exact que j'ai cette intention. Il est exact que j'ai déjà commencé l'enregistrement, mais je ne suis pas certain d'obtenir les droits des éditeurs. Alors je le fais à tout hasard, pour le cas où ils seraient persuadés par le travail que j'aurais fait. Si le travail est bon, ils l'accepteront peut-être. Mais ce n'est pas pour les aveugles, il n'y a pas que les aveugles, il y a aussi des gens qui ne peuvent pas lire pour des tas de raisons, ne serait-ce que pour des raisons d'âge. Et puis il y a beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on ne pense, des gens qui ne savent pas lire. Oui. Non seulement ceux qui ne savent pas parce qu'ils n'ont pas appris, mais qui ne savent pas parce qu'ils lisent à côté de leur pompe, si je puis dire. Ils lisent à côté de leur ligne. Tandis que si ça leur est lu à peu près correctement, peut-être que là, ils comprendront mieux les choses. On leur lit, on leur raconte dans le même temps. Voilà, c'est ça. Alors il y a donc ce côté déraciné, ce côté rital, et il y a une chanson peut-être pour raconter, car vous êtes aussi chanteur, interprète, et d'une autre manière, la chanson a fait de vous une tête d'affiche. C'est-à-dire que vous aurez quand même parcouru 3 terrains différents, le cinéma, le théâtre et la chanson. Et aujourd'hui encore, ayant fait tout cela, vous êtes un insatisfait. Oui. Oui, j'ai l'impression qu'il y a mieux à faire, qu'il y a beaucoup plus à faire, qu'il y a beaucoup à faire. Alors il faut changer de métier? Peut-être. Vous y pensez? Oui, je pense non pas à changer de métier, mais à prolonger d'une autre façon ce que j'ai appris à travers ce que je m'efforce de ne pas appeler un métier. Et il y a quelque chose à découvrir là-dedans, je ne sais pas quoi, qui me concernerait de plus près et qui peut-être aboutirait à un échec, je ne sais pas. Mais enfin, il y a certainement quelque chose à faire. Je ne pense pas spécialement à devenir auteur et à faire des films comme auteur, mais même à l'intérieur du métier de comédien tout court, il y a tellement à faire. C'est-à-dire que j'ai l'intention, et c'est ce qui au fond est le plus profondément ancré en moi, l'intention de me remettre vraiment à 100%, totalement, avec la prétention que ça comporte, totalement en question, à me remettre moi totalement en question. C'est-à-dire avec toute la prétention qui me caractérise, je voudrais essayer de ne plus être un comédien du tout. Alors, vous voyez à quel point c'est prétentieux. C'est-à-dire ne plus jouer la comédie, c'est-à-dire être. J'aimerais être dans un personnage, quitte à en mourir, mais être complètement, et ne plus jouer la comédie, oublier ce qu'on appelle le métier de comédien. Mais être quand même sur la scène. Non, je parle plus particulièrement de cinéma en ce moment. Oui. Plus particulièrement de cinéma. Non, sur la scène, ça a failli m'arriver. Et j'ai reculé devant le précipice. Un beau jour, c'était pendant les séquestrés d'Altona, dont vous parliez tout à l'heure. J'avais commencé à jouer cette pièce, je devais peser dans les 65-66 kilos. Et un beau jour, j'étais tombé à 57, ce qui est très, très, très peu. Mais je m'en étais pas rendu compte. Et un beau jour, j'arrive au théâtre, j'avais oublié de dire quelque chose à ma femme, et j'entre au café d'à côté, je demande un café et un jeton, je mets le jeton dans le téléphone, et puis j'oublie mon numéro de téléphone. Alors j'ai appelé un copain, Roger Pigault, dont je me suis souvenu du numéro de téléphone étrangement. Je l'ai appelé, qui m'a raccroché au nez, pour lui demander mon numéro de téléphone. Et il m'a raccroché au nez en disant c'est une blague. Je l'ai rappelé, et je me suis souvenu qu'il y avait entre lui et moi un sifflet, qui est le suivant.
Et ainsi, il m'a reconnu, il m'a dit, mais c'est vraiment toi, tu es très fatigué. J'ai dit, oui, je suis tellement fatigué que je te dis, je voudrais mon numéro de téléphone, j'ai oublié de dire quelque chose à Annie. Et il m'a donné mon numéro de téléphone, j'ai appelé, et puis 15 jours après, je cessais de jouer la pièce. Parce que c'était vraiment aller tellement jusqu'au bout Et les gens ne le savent pas assez. Non, et j'étais vraiment vidé au point... Enfin, j'étais à... Je crois que vraiment, maintenant que j'y pense, quoi, j'étais vraiment au bord de... La déprime, quoi. De la grosse Mais avouez, Serge Reggiani, que ça en vaut la peine. Ah oui, oui, c'est une grande aventure, oui, c'est une grande aventure. Alors, une grande aventure, mais il fallait que ça cesse. Mais il ne vous manque plus aujourd'hui qu'à... Mais je voudrais répéter cette aventure au cinéma, et c'est plus difficile. Oui, à mettre en scène, c'est-à-dire à prendre tous les risques. Non, j'ai dit que je ne mettrais certainement pas en scène, mais que, comme comédien, j'aimerais arriver à faire ce que j'ai fait pour les séquestrés d'Altona, j'aimerais le faire pour le cinéma. Mais ça, je l'ai bien compris. Mais en plus, prendre la responsabilité d'une mise en scène, ce que vous n'avez jamais fait. Ce que je ne crois pas, parce qu'il y en a tellement qui le font mieux que moi. Oui. Qu'ils font très bien. Il y en a beaucoup qui le font très bien. On ne les fait pas travailler assez, malheureusement, parce que ce ne sont pas forcément les meilleurs qui font le plus d'argent, mais néanmoins, il y a beaucoup de gens qui font leur métier merveilleusement, et je ne me vois pas en train de faire un film demain alors qu'Alain Resnais existe. Avouez, Serge Reggiani, qu'à un certain moment, vous avez basculé, vous avez plongé les bras en croix dans les précipices avec la chanson, parce que vous y avez cru. Et c'est vrai, vous aviez toutes les raisons d'ailleurs de devoir y croire, puisque ça marchait. J'ai cru que ça m'amusait beaucoup, oui. et j'ai cru que c'était une sacrée aventure que de tenter cette chose-là, mais c'était un grand amusement. Mais le plongeon, ça a été après. Grâce à Barbara, il y a eu le plongeon. C'est-à-dire qu'avant, je me contentais de chantonner plus ou moins bien, plutôt mal d'ailleurs, les chansons de Boris Vian, dans les banlieues comme ça. Et puis un beau jour, Barbara m'a dit, non, basta, c'est pas sérieux tout ça, vous allez travailler sérieusement, et puis vous allez faire le plongeon avec moi. Alors là, oui, j'ai fait le plongeon. Là, oui, j'ai pris un vrai risque. Mais avant, c'était un amusement. Aujourd'hui, vous êtes prêt à reprendre ce risque, car vous enregistrez, vous enregistrez. Oui. Et vous avez peur maintenant, je le crois du moins, vous avez comme peur du public. Non, pas du tout. Non, non, absolument pas. Parce que c'est vrai que la chanson, quand même, vous a enlevé un peu, non pas la passion, mais vous a enlevé du temps pour le cinéma. Bien entendu, mais j'ai toujours eu peur du public, parce que quand on est tout seul devant une scène, il faut quand même le faire. C'est une responsabilité épouvantable. Non seulement ils sont payés, même s'ils n'avaient pas payé, ils sont là, ils vous font l'honneur et la confiance de venir vous entendre. Il faut être à la hauteur, c'est la moindre des choses, il ne faut pas se moquer d'eux. Bien, donc on a peur de ne pas être à la hauteur. Hein. Bien. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce que je serais prêt à recommencer, à replonger? Mais bien sûr que oui. Seulement, ce qui m'arrête actuellement, ça n'est pas parce que j'ai fait 3 films l'année dernière, en 79, Scola, Enrico et Karl. Non, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de chanter sur les scènes. C'est parce que je commençais à mécaniser. Autrement dit, je commençais à devenir un chanteur de métier. Autrement dit, je m'imitais moi-même. Autrement dit, je me servais des trucs que le métier m'avait appris. Alors, c'est pas la peine, parce que la sincérité, la spontanéité, tout ça fiche le camp. Autrement dit, je fais du boulot pour... le boulot pour le boulot et pour gagner de l'argent par-dessus le marché. Alors, à la limite, c'est malhonnête. Ça, en tout cas, pour moi, c'est malhonnête. Ça ne m'amuse plus. Dès l'instant où j'entre en scène et que je n'ai plus le trac, c'est un signe, c'est foutu. Il vaut mieux s'arrêter. Alors, tout à l'heure, je parlais de vos origines, de ce côté italien que vous avez, même si vous êtes français, et vous me disiez, d'une manière amusante, qu'en Italie, vous étiez français. Oui, bien sûr, je suis français. Mais là, il y a cette chanson italienne. Elles sont de qui les paroles? De qui est la musique? Alors, la musique est de Jacques Datin et les paroles sont de Jean-Loup Dabadi. C'est une histoire qui est importante parce que c'est l'histoire de mon père, en fait. Oui. Je ne l'ai jamais précisé, mais mon père est mort il y a quelques mois. Et il est temps de dire maintenant que c'est un peu un bonjour à mon père que j'ai voulu donner en chantant cette chanson-là. Car il est exact que mon père a toujours essayé de chanter, n'y est jamais arrivé. Et il a essayé d'autant plus de chanter que ma mère chantait merveilleusement, et chante d'ailleurs toujours merveilleusement bien, et l'opéra en particulier. Alors j'ai été bercé toute mon enfance par un père qui essayait de chanter la blague, il n'y arrivait pas, et ma mère qui chantait, je sais pas, Tosca, Manon, merveilleusement, comme elle le fait toujours maintenant à 80 ans. Et on retrouve tout cet environnement, tout ce climat familial dans l'italien.
Et puis cela a vraiment une résonance un peu particulière lorsqu'on sait que vous venez de perdre votre père et que c'est quand même oui, je ne veux pas dramatiser, ce fait. C'est une chose qui me concerne et qui est extrêmement précise et intime. Mais c'est parce que tout à l'heure nous parlions j'ai parlé moi de l'enfance, de juste avant la guerre, de toutes ces choses. Et ben c'est ça, quoi. Alors il y a eu tous ces commencements, il y a eu cette jeunesse, cette adolescence. Et je ne sais pas si vous êtes passé par les écoles. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les comédiens sont différents. Les écoles de comédie. Oui. Les écoles de comédie, oui, je parle de... Je ne pense pas que ce sont les mêmes motivations. Ce sont peut-être les mêmes motivations, mais il y a... Peut-être que ce sont les mêmes motivations, je ne sais pas, mais il y a une chose que l'on nous enseignait, que des gens comme André Bruno au conservatoire, ou Raymond Rouleau, par ailleurs, au studio Wacker, etc., nous enseignaient avant tout, et c'était la générosité, la sincérité et la générosité. Ce que l'on enseigne, pour ainsi dire, plus maintenant, sauf peut-être Peter Brook. C'est-à-dire que tout passe par la tête. Toutes les écoles, soi-disant, des sous-produits de Actors Studio, et même l'Actor Studio lui-même, qui s'imite et qui se mord la queue, tout ça, c'est, en fin de compte, très bidon. François Perrier me disait, si c'est pour m'apprendre à dire bonjour et à répondre comment allez-vous, c'est pas la peine que j'aille à l'Actor Studio. Effectivement. Et en effet, André Bruno, par exemple, nous enseignait la générosité, mais d'une manière tellement généreuse de sa part à lui, que c'était fabuleux. Et je me souviens de l'exemple de Michel Auclair, qui donnait Don César de Bazin au conservatoire. À un moment donné, il disait, la fontaine d'en face a de l'eau, j'y vais boire, et puis je me promène avec un air de gloire. Et André Bruno disait, nom de Dieu! Et naturellement, le pauvre Michel Auclair s'arrêtait avec sa belle voix. Et qu'est-ce que c'est, maître? J'ai dit nom de Dieu! Oui, maître, mais je comprends pas. À chaque virgule, t'ajoutes nom de Dieu. Alors, le Michel Auclair faisait la fontaine d'en face de l'eau. J'y vais boire. Et puis je me promène avec un air de gloire. Non! Nom de Dieu! La fontaine d'en face de l'eau, j'y vais boire, nom de Dieu! Et puis je me promène avec un air de gloire, nom de Dieu! C'était extraordinaire. On nous apprenait ça. Alors forcément, quand on arrivait sur le public, boum, badaboum, on avait envie de tout casser. Alors on s'étonne de ce que certains comédiens se mettent à chanter, chantent d'une certaine manière, disons relativement spontanée et généreuse, mais ça vient de ça. Ça vient pas d'autre chose. Prenons le problème à l'inverse. Regardez combien j'allais parler d'autre chose, mais je parle de la même chose. Combien de gens de music hall d'antan sont devenus de grands acteurs, ne serait-ce que les Fernandel, les Rému et les gamins. Pourquoi? Mais parce que le music hall est aussi à base de générosité. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Donc aujourd'hui, vous faites le procès des conservatoires, le procès des cours, et en fait, je ne fais pas le procès, mais j'aimerais bien les bousculer un peu, quoi. Faites donc n'importe quoi, mais faites quelque chose. Et que ça ne passe pas d'abord par votre tête, ensuite par votre cœur, que ça passe par votre cœur d'abord, et après analysez ce que vous faites. Faites-nous une belle synthèse loupée, mais faites-nous une belle synthèse. Vous auriez été terriblement malheureux, Serge Reggiani, si les metteurs en scène n'avaient pas fait appel à vous, car vous avez quand même de la chance. L'année dernière, 3 films encore qui viennent à l'écran aujourd'hui. J'ai toujours eu beaucoup de chance. 3 metteurs en scène aussi différents que Gilles Carle, que Ettore Scola et Robert Enrico. Oui. Vous avez toujours eu de la chance. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Oui. Parce que vous l'avez voulu, cette chance? Oui, parce que je l'ai voulu. Quand je ne voulais pas, quand je ne tenais pas spécialement à en avoir, parce que j'avais envie de me promener, ou parce que j'avais envie de réfléchir, ou parce que j'avais envie de m'en foutre un peu, de gagner un peu d'argent par-ci par-là, sans trop y penser, je ne pensais pas chance. Là, je disais bon, j'ai de la chance de gagner ma vie de toute façon. Les fameux moments de traversée du désert dont vous avez parlé tout à l'heure, ça n'était des traversées du désert que pour vous,
pour le public, ou pour moi, pas pour moi, non, pas du tout. Pour moi, j'étais très, très heureux, j'étais très bien. Quand j'ai vécu dans le Midi pendant une dizaine d'années, ça allait très, très, très bien. Je gagnais ma vie, je jouais par-ci, par-là des choses, je tournais un film par-ci, par-là, ça allait très, très bien. Je me contentais de cette existence-là, et c'est une existence que j'ai voulu. Ça n'est pas une traversée du désert, c'était un désert avec plein d'oliviers, et puis des mandarines, des oranges, et des enfants, et une femme merveilleuse. D'ailleurs, vous avez toujours vécu en dehors du métier. Toujours vécu, beaucoup. Si c'était une nécessité. Toujours beaucoup. Ah non, mais c'est une nécessité. Je prétends qu'on ne peut pas être comédien. Enfin, je prétends rien du tout d'ailleurs. Mais je ne serais pas ce que je suis, bon ou mauvais, en tout cas, si je ne vivais pas comme je vis. Et je vis beaucoup. Demain, vous pourriez vraiment... Pas assez, mais beaucoup. Vous pourriez vous priver de théâtre, de cinéma et de chansons. Si vous m'avez dit tout à l'heure... Si je vis, absolument. Si je vis, oui. Si je vis intensément, oui. Prendre des risques toujours. Aimer. Ça, c'est la chose, la seule. Je crois que c'est vraiment la seule vraie chose. Et rien de pire que quelqu'un qui vient vous dire j'ai aimé mais j'ai été déçu parce que je n'ai pas été payé le retour. Non, ça c'est terrible, c'est mesquin, c'est épouvantable. De toute manière, il ne faut jamais faire quelque chose pour en attendre une récompense. Et si on n'est pas aimé, on n'est pas aimé, mais si on aime, ça c'est formidable. Il y a peut-être c'est un lieu commun, je le sais, mais n'empêche que ce ne serait pas un lieu commun si c'était pas une vérité. Il y a peut-être une concession que vous avez su faire et que vous n'auriez pas dû faire. Vous avez pris des chansons, ou une chanson, je ne sais plus, à Edgar Faure. Oui. Là, c'est étonnant, parce qu'elle était bonne. Non. J'aimerais que vous me disiez en quoi c'est une concession. Non, je ne sais pas, peut-être une concession à la mode. Du tout. Quelle mode? Je ne sais pas. Non, je ne vois pas du tout Edgar Faure, auteur à la mode. Amusant, qui a écrit des romans policiers, d'ailleurs. Pas du tout, j'ai été étonné. Oui. Vraiment étonné. Vraiment, alors? Mais vraiment, non, vraiment, non, sinon je ne suis pas du tout homme à faire ce type de d'ailleurs, quelle concession. C'est une chanson qui est passée comme ça, sur le côté, à tort d'ailleurs, parce que c'est une chanson de qualité. Et j'ai été invité par Edgar Faure, je dis bien Edgar Faure et non pas le président Edgar Faure, à Edgar Faure l'auteur, à dîner chez lui, et puis à la fin du dîner, il s'est mis au piano, et à mon grand étonnement, il m'a sorti une chanson très 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 jolie, et je souhaite vraiment à la moyenne des auteurs de chansons français d'écrire aussi bien. Ah, c'est le bel hommage à un auteur, ça. Eh ben voilà, c'est tout. Donc je ne vois pas où est la concession. Vous l'avez bien. D'ailleurs, je viens de refuser une autre chanson à Edgar Faure, car je ne la trouve pas de la qualité de la première. Vous cultivez votre voix, vous la travaillez, parce que la voix, c'est une force, c'est une forme. Du tout. C'est une séduction. Je n'y touche pas. Je n'y touche pas. Je fume trop et je ne me profite pas. Faites des vocalises quand même? Non, du tout, jamais. Non. Jamais. Je me souviens, je reparle de Jacques Brel, je me souviens lorsqu'il chantait L'homme de la Manche, il y avait une chanteuse américaine qui était sa partenaire au théâtre des Champs-Élysées et qui vocalisait 1 heure avant d'entrer en scène. Moi, j'étais venu voir Brel pour lui demander un truc d'ailleurs, qu'il était en train de m'écrire très gentiment, et 5 minutes avant d'entrer en scène, le régisseur est passé et a dit « Monsieur Brel, ça va être bientôt à vous ». Et j'ai dit à Brel, mais dis-moi, tu prépares jamais ta voix. Il a fait ça y est, c'est fait. Puis il y a aussi, pour durer, ce que nous disions tout à l'heure, il y a ce qu'il faut en première nécessité, l'exigence. Et je crois que vous avez été exigeant toute votre vie. Peut-être pas assez. Même dans le choix des chansons. Oui. Pinailleur même. Non, parce que quelquefois je laisse passer un mot qui est peut-être pas exactement le mot qu'il faut, mais pourquoi pas après tout. Non, je suis très exigeant quant au sujet. Ça c'est très 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 important. Il ne saurait être de sujet que je n'ai vécu de près ou de loin. Ça, c'est impossible. Si je n'ai pas touché à la chose qu'il m'est proposé de chanter, je ne peux pas la chanter. Parce que je ne la sens pas. Si je la sens pas, c'est pas sincère. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas la peine de faire ça. Puis vous ne vous êtes jamais occupé de ça. Marchera pas, jamais. Si ce serait un tube, jamais. Si c'était le best-seller de l'été pour les livres. Ça ne fait peut-être pas la joie. Et pourtant, tout a bien marché. Tout a toujours très bien marché. Je touche du bois car je suis superstitieux. Tout a toujours très bien marché jusqu'à présent, ce qui ne signifie pas pour autant que je vais encore chanter pendant une dizaine d'années. Ah oui, mais vous ne vous arrêtez pas quand même.
Pour l'instant, non. Alors il y a cette chanson qui est Je me suis arrêté de chanter sur la scène. Oui, hein. oui, bon, ça n'est pour les raisons que je vous ai dites. Oui, mais enfin, mais vous si allez demain revenir sur la je n'ai scène. plus envie d'enregistrer, je n'enregistre plus. J'enregistre là bientôt parce que j'ai envie d'enregistrer, mais sinon je le ferai pas. Vous ne reviendrez pas sur la scène très vite? Très vite, certainement pas, non. Un Pas peu de panique. avant 2 ans. Un peu de panique? Non, devant pas de panique, le temps de me retrouver, la spontanéité que j'ai perdue. Alors il y a cette chanson que je trouve très belle, Les Seigneurs, et je Oui. crois elle peut pour vous avoir une histoire, elle a en tout cas un prolongement. C'est un texte de Bernard Dimet que je ne lui ai pas commandé du tout, qu'il m'a apporté comme ça. Stéphane est tombé, Reggiani est tombé amoureux de ce texte. Lui aussi, il en a fait la musique, et il y a dedans des résonances qui me ressemblent bien. Voilà, c'est tout. Les Seigneurs. Et tel que je veux devenir très très vieux, je vais chanter la suite de ça bientôt, pour une chanson de Moustaki qui s'appelle La Vieillesse, et où il dit « Je veux devenir un vieil homme et non pas un vieillard ». À 58 ans, on n'est pas un vieillard, on est loin d'être un vieillard. On a encore combien d'années devant soi? 30. 30 années devant soi? Oh, facile. C'est-à-dire ça fait 98? Mhm. Vous serez comment à 98 ans? Vieux monsieur, enfin. Mais pas un vieillard? Ah non, non, non. Non. Ça, jamais. C'est un état, je veux dire, c'est un état Ouais, d'esprit. c'est un état presque. d'esprit, oui, je sais. Oui. Mais je serai sur un fauteuil à roulettes, ça m'est égal, enfin, c'est prévu, quoi. C'est programmé, mais comme un vieux monsieur, pas comme un vieillard. Dans toutes vos chansons, il y a la tendresse, et vous parliez tout à l'heure de la générosité. Oui. Vous ne pourriez pas chanter sans cela. Non, non, vraiment pas, non. Je me demande aussi à quel âge on atteint la sérénité, parce que vous me paraissez l'avoir, même si vous êtes dans un état d'interrogation sublime. Ah, ça, la sérénité, la sérénité en ce qui me concerne, c'est pas épatant de ce côté-là. Je Ouais. suis pas serein du tout. Non, je suis pas du tout serein. Non, 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 la sérénité, j'en sais rien. Peut-être qu'elle viendra un jour, mais j'ai l'impression que avec la sérénité, je vais m'ennuyer. C'est, vous savez, la chanson de Moustaki sur la solitude. Hein, j'ai jamais été aussi bien qu'avec ma solitude, comme si la solitude était un personnage avec lequel on est bien. C'est vrai que quelquefois on a besoin de solitude et que c'est un personnage avec lequel quelquefois on se trouve bien. D'où la chanson qui est très belle, d'ailleurs, toujours très très belle. Mais j'ai l'impression qu'avec la sérénité, je m'ennuierais beaucoup avec la sérénité, pas du tout comme avec la solitude. Vous êtes capable de décider des ruptures, de dire je romps avec telle chose, Absolument. avec telle vie, Absolument. avec tel monde. Oui, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Oui, oui. Sans réfléchir? Ah si, quand même. si. Non, mais je romps du jour au lendemain, je le cogite avant, je le réfléchis avant, mais après je dis bon, basta, maintenant c'est fini comme ça. Salut. Alors tout à l'heure je parlais... Et je me donne et je donne des raisons, mais je suis très capable de rompre avec tout, enfin avec beaucoup de choses, sauf avec la vie. Je parlais de Heureusement. déchirures, je parlais de blessures, et c'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes en état de réflexion totale pour justement vous retrouver et repartir comme, Oui. comme à zéro. d'ailleurs. C'est un grand compliment que vous me faites en parlant de réflexion. Oui. Je ne crois pas donner l'impression de quelqu'un qui réfléchit. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout en état de réflexion, je suis en état d'attente. C'est la même chose, hein. Oui, j'ai l'impression d'être un peu enceinte de quelque chose qui va arriver un de ces quatre matins. C'est ça le renouveau. Mais oui, mais en tout cas, il n'y a pas de réflexion. Alors justement, il y a ce petit texte qui était de Dabadi, et c'était d'Atin, la musique, l'absence, je ne sais pas si c'est ça. C'est un volet qui bat, c'est une déchirure légère, Oui, sur le drap où naguère tu as posé ton bras. oui. Il y a quelque chose de vous là? Ah oui. De vous d'aujourd'hui, hein? De moi d'aujourd'hui, non. Mais de moi d'hier, oui. Et puis il y a le mois d'hier aussi, le vôtre d'ailleurs. Ma fille, mon enfant, je vois Oui. le temps où tu vas me quitter. Et c'est arrivé. Bien sûr, c'est arrivé, oui. Ça, il s'agissait de Karine, en l'occurrence. J'avais entendu une très très jolie musique de Raymond Bernard. Et puis, sur cette musique, j'ai immédiatement imaginé Karine. Alors, j'ai demandé à Eddie Marnet de venir, d'écouter cette musique, et je lui ai parlé de Karine et moi.
De tout, de Karine et de moi. Tout est vrai dans cette chanson, de l'Inde à l'Angleterre. C'est vrai qu'elle est allée en Inde beaucoup, qu'elle a rapporté de l'Inde cette discipline à laquelle elle tient tellement, à savoir les danses indiennes, et Dieu sait si c'est dur et difficile. De l'Inde à l'Angleterre. L'Angleterre, pourquoi? Parce qu'elle y est née. Karine, n'oublions pas, est anglaise et française à la fois, etc. Enfin, tout est vrai. C'est Karine, quoi. Oui. Vous reconstruisez votre monde sans arrêt, ce monde familial. Même s'il y a des ruptures, même s'il y a Oui, mais maintenant, nous avons dit tout à l'heure que maintenant, le papa s'est effacé devant les enfants qui sont grands. Et puis le papa, il fait les comptes. Ils vont vivre leur vie maintenant, les mots mains, c'est leur tour de la vivre, de la prendre en main, et puis de se dépatouiller un peu. Hein. Et le cœur, il est absous de toute haine et de tout chagrin de tout chagrin, peut-être pas, peut-être non, de tout chagrin, non. Il y a des chagrins que je me garde, que je ne vous dirai pas à vous, Jacques Chancel en tout cas, ni au public. De haine, oui, pour tout ce qui engendre, comment dire, le racisme, pour tout ce qui engendre, enfin pour la bêtise, quoi, en fin de compte. Le racisme, le fascisme, toutes ces choses horribles qui nous attendent au coin de la rue. Disons totalitarisme. Oui, c'est ça, du jour au lendemain. Car c'est maintenant de tous les côtés. Oui, ça, c'est de tous les côtés, bien sûr, oui, bien sûr. Et ça, c'est vraiment atroce. On est dans un étau. Nous nous sentons tous, plus ou moins. Vous parliez tout à l'heure, hors émission, vous parliez tout à l'heure de gens qui font la gueule dans la rue et qui éventuellement sont agressifs. Et effectivement, ils le sont. Et je ne vois pas pourquoi ils ne le seraient pas, quoi. Alors on parlait... Il n'y a pas de place pour la sérénité pour les gens aujourd'hui, il n'y en a pas de place. On peut parler parfois du passé, tous les deux, Serge Reggiani, et c'est vrai qu'il y a eu dans le vôtre de la misère, de la vache enragée, il y a eu des rôles de sale type, mais quand même, disons-le, vous avez été un privilégié. Car tout à fait, oh là là, jouer des rôles... Combien privilégié, combien je le suis encore, et combien je le serai de toute façon. Ah non, ça alors vraiment... Ouh là là, quel chant j'ai eu. Dites-vous bien que je m'épate encore aujourd'hui d'avoir eu ma première voiture, quoi. Je suis encore étonné d'en avoir une, dont je me sers pas d'ailleurs. Mais enfin, je veux dire, j'ai une voiture, c'est formidable. C'est déjà formidable pour moi. Tout ce que vous pourriez réclamer, c'est vos 30 ans. Comment? Vos 30 ans. Les 30 ans de plus. Non, de moins. Non, de plus et de moins. Et de moins, oui, c'est ça. Oui, ça fait quand même 60. Ça fait 60, oui. Alors, il y a cette autre chanson, on pourrait se quitter sur ces mots. Je t'aimerai, c'est encore un cri d'amour? Ah oui, tout à fait, et tout à fait récent. J'ai retenu l'un des motifs de la chanson, je t'aimerai toujours trop, mais pas assez. Je crois mais jamais assez. Mais jamais assez, oui. C'est une chanson de qui? C'est une chanson de Claude Lemel et Alain Goraguer. Oui. Ils sont bien doués tous les deux. Merci Serge Reggiani. Merci à vous. Et à très vite.